Alors mes amis, monter sur scène en musique, c'est devenu ma marque de fabrique. J'aurais pu choisir une chanson des Stones en hommage à Charlie Watts qui est décédé hier. Mais je dois avouer que choisir une chanson de Georges Moustaki qui a été engagé toute sa vie à l'extrême gauche pour un rassemblement de patrons, même dans une version remixée de Chimène Badi, il fallait oser. Pourtant, mes amis, la liberté n'appartient à aucun camp. Et la liberté politique, qui est toujours allée de pair avec la liberté économique, la liberté d'entreprendre qui nous est chère, elle nous appartient aussi. Monsieur le ministre, chers amis entrepreneurs, vous êtes plus de 5400 aujourd'hui. Chers amis entrepreneurs francophones venus de plus de 30 pays différents, bienvenue à cette 3e édition de notre rencontre des entrepreneurs de France, bienvenue à l'Air Libre. Si j'ai choisi ce thème de la liberté pour la REF, c'est d'abord parce que cette idée a été largement défigurée et pervertie depuis quelques mois par tous ceux qui se réclament de la liberté, mais sans en assumer les exigences. C'est le prix Nobel de littérature Bernard Shaw qui résume bien ce qu'exige la liberté. La liberté signifie la responsabilité, c'est pourquoi la plupart des hommes la craignent. Je crois que ceux qui défendent aujourd'hui que la liberté individuelle est supérieure à tout, y compris au souci du bien commun, ont tort. Ils ont une vision égoïste de la liberté qui est en fait une sorte de négation de l'autre. Une liberté nombriliste, une liberté je m'en foutiste, une liberté dévoyée. Alors vous avez entendu comme moi ceux qui clamaient que nos libertés étaient piétinées. Vous avez entendu comme moi ceux qui disaient que nous vivions dans une dictature. Je vois aussi sur les réseaux sociaux s'agiter certains, j'entends d'autres m'interpeller ou interpeller le mouvement des entreprises de France au motif que nous aurions trahi l'idée de liberté. Mais mes amis, les mots ont un sens. On ne peut pas dire n'importe quoi sous le coup du ras-le-bol ou sous le coup de la lassitude. La dictature, c'est quand on arrête des journalistes. La dictature, c'est quand on n'a plus le droit de manifester. La dictature, c'est quand les femmes n'ont plus le droit de travailler ou de se promener seules dans la rue, comme par exemple aujourd'hui à Kaboul. Alors tous ces gens qui défilent, chaque samedi, de bonne ou de mauvaise foi, en nous expliquant que notre pays est devenu une dictature, je les encourage à écouter Chekeba Hachemi. Chekeba Hachemi, c'est la fondatrice de l'association Afghanistan Libre qui interviendra demain après-midi. Quand je l'ai invitée, il y a quelques mois, évidemment, personne ne se doutait que Kaboul tomberait aussi vite aux mains des talibans le 15 août. Alors en l'écoutant, j'espère que ceux qui manifestent samedi, ils comprendront la vraie différence entre la démocratie et la dictature. Parler de dictature alors que ce sont des mesures qui sont prises pour sauver des vies, je pense que c'est un mensonge et que c'est un mensonge dangereux. Non, le pass sanitaire n'est pas une dictature sanitaire. Et je le dis simplement ici, nous sommes favorables au pass sanitaire. Mais pas partout, mais pas tout le temps, et bien sûr, le moins longtemps possible. Le moins longtemps possible parce que son impact est très pénalisant pour un certain nombre de nos secteurs. Les premières remontées que nous avons, Monsieur le ministre, nous montrent que les commerces, les centres commerciaux, les spectacles, la restauration subissent un impact significatif sur leur activité. Mais nous y sommes favorables, je le répète, car tout vaut mieux que les confinements à répétition que nous avons connus et que connaissent malheureusement encore aujourd'hui nos amis d'outre-mer que j'en profite pour saluer. On doit encore en passer par là. Tant que le virus sera là, il faudra se protéger, il faudra vivre avec. Je suis fermement convaincu que nos libertés individuelles y survivront. Sympa d'applaudir parce que ça me permet de me rafraîchir. Au fond, cette pandémie nous a mis au défi de définir ce que c'était que la liberté, la vraie liberté. Mais elle nous a mis aussi au défi de définir la vérité. Car oui, mes amis, il n'y a pas de liberté sans vérité. On ne peut pas être libre dans le mensonge, dans l'erreur ou dans la paranoïa. On ne peut pas croire que la vérité est cachée ailleurs dans les réseaux sociaux.
On ne peut pas croire que le citoyen lambda qui obéit aux recommandations de la science ne serait que le dupe d'un gigantesque complot mondial orchestré par Bill Gates, par les banquiers ou par les big pharma. Avec parfois, en plus, il faut le dire, des relents assez nauséabonds d'un antisémitisme qu'on espérait tous avoir disparu. C'est simple, sans la vérité, nous sommes prisonniers, prisonniers comme les hommes de Platon, quand il met en scène son allégorie de la caverne. Et notre rôle à nous, les entrepreneurs, c'est de dire la vérité. Alors non pas comme une élite de sachants qui assènerait des vérités d'en haut, mais tout simplement parce que nous sommes au quotidien en prise directe avec l'économie réelle et que cette vérité, elle s'impose à nous. Les 190 000 entreprises adhérentes du mouvement des entreprises de France me donnent en temps réel le retour du terrain, loin des idéologies et loin des statistiques. Et notre défi commun, au cours de ces 2 jours et au fond permanent, c'est de regarder rien d'autre que les faits, la vérité en face et surtout de la dire. À commencer par la vérité scientifique. Dans cette crise, une tendance lourde s'est révélée, qui venait probablement de loin, c'est celle de la défiance de plus en plus marquée de nos concitoyens à l'encontre du progrès scientifique. Alors c'est une tendance mondiale, certes, mais elle est plus marquée chez nous. Une étude qu'on a menée au début de l'année montre qu'un quart de nos concitoyens expriment une opinion négative du progrès. C'est 3 fois plus que les Allemands. Au MEDEF, nous croyons que la science est source de progrès et source de prospérité. Alors c'est à nous, les entrepreneurs, de montrer que le progrès, c'est la réponse aux grands défis de notre siècle. La santé, les mutations technologiques et évidemment, et j'ai envie de dire surtout, la transition écologique. Car s'il y a bien un défi de taille qui nous attend, c'est celui de la transition. Et là encore, les entreprises, les entrepreneurs doivent faire entendre la vérité sur ce sujet. La transition écologique, c'est le défi majeur auquel nous sommes confrontés. Mais je crois que nous ne mesurons pas encore complètement l'ampleur du changement qui nous attend tous. Depuis 200 ans, l'économie de marché, le capitalisme a été confronté à de très nombreuses révolutions plus ou moins radicales. La révolution industrielle, la révolution de l'électricité, de l'automobile, de l'aérien, de l'informatique de masse. Mais aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de tirer un trait complètement sur notre modèle de production tel qu'on le connaît depuis des siècles. C'est de ça dont il est question. Produire, c'est émettre du CO2. C'est un principe de chimie de base. Il n'y a pas que produire d'ailleurs qui émet du CO2. Toutes nos activités, toutes les activités humaines émettent du CO2. Voyager, construire, transporter, vivre tout simplement, ça produit du CO2. Alors face à ces défis, il y a des solutions technologiques. Elles existent dans beaucoup de cas et si elles n'existent pas, on les inventera. Mais la vérité, c'est qu'elles coûtent cher, beaucoup plus cher, et surtout qu'on ne peut pas les imposer de force à nos concitoyens. Car parfois, elles se heurtent à leur liberté et à leurs besoins fondamentaux. Et donc la vraie question qui est devant nous, c'est pas faut-il faire la transition, c'est comment réussir à concilier cet impératif de transition avec nos libertés. Pour le dire de manière un peu humoristique, est-ce qu'on peut être à la fois libre et vert? C'est le thème du débat de ce soir, je vous encourage à ne pas le manquer, car il sera au cœur de nos 2 jours. Et là aussi, nous devons dire la vérité et sortir de l'idéologie. Je crois que la transition environnementale, c'est un sujet trop grave pour la laisser devenir un combat idéologique entre les mains des seuls politiques. La vérité, au fond, c'est que les premiers écologistes, ce sont les entreprises et les entrepreneurs. En tout cas, peut-être buzzer cette phrase-là. En tout cas, ceux qui se sont engagés dans un processus de décarbonation de leur production. Quand Total devient Total Énergie, dans une mutation vers les énergies nouvelles, je crois que Patrick Pouyanné fait sûrement plus contre le réchauffement climatique que beaucoup de mouvements protestataires. Nous avons, avec le French Business Climate Pledge, lancé ici même en 2019, plus de 250 grandes entreprises qui se sont engagées pour décarboner leur production. C'est un engagement volontaire, c'est d'abord un engagement chiffré, mesuré chaque année, à nous d'entraîner maintenant toutes les entreprises de France. Car la solution ne peut pas être la décroissance. La solution ne peut pas être la décroissance comme le proposent certains. Vous avez entendu les propositions qui ont été faites à Poitiers la semaine dernière. D'abord parce que je pense que ce n'est pas ce que veulent les Français. Je crois même qu'ils veulent l'inverse. La solution, elle passe par la croissance et par l'innovation.
Alors une croissance responsable, comme le dit la raison d'être que nous avons adoptée en 2019 et qui figure maintenant dans notre nouveau logo. Pour réussir cette transition, il faut dire toutes les vérités sur des sujets qui fâchent. Et la première des vérités, c'est que pour décarboner l'économie, nous avons un besoin absolument phénoménal d'électricité. Et que la seule énergie qui peut nous la fournir sans carbone, c'est l'énergie nucléaire. Imaginez réussir la transition écologique sans nucléaire, je suis désolé, c'est un mensonge, c'est un mensonge. La vérité, c'est aussi que la France et l'Europe se sont engagées dans une trajectoire vertueuse, mais difficile. Mais ça n'est pas le cas de tous les continents. Et pendant qu'en France et en Europe, nous réduisons notre empreinte carbone, alors pas assez vite, certes, mais nous la réduisons, d'autres continents, d'autres pays continuent à l'augmenter. La vérité, c'est qu'en 2019, les émissions de la Chine ont dépassé le seuil des 14 000 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ça représente une hausse de 25% sur les 10 dernières années. Sur la même période, la France a baissé ses émissions de 10%. La vérité, c'est que l'Inde produit encore 3/4 de son électricité avec du charbon et que sa consommation a progressé de 58% depuis 2009. Alors, mes amis, en 1983, François Mitterrand disait « Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». Aujourd'hui, si j'osais paraphraser François Mitterrand, je dirais que les activistes sont à l'ouest, mais que les gros pollueurs, ils sont à l'est. C'est pour ça qu'à défaut d'un prix du carbone mondial, il nous faut rapidement une taxe carbone aux frontières. Au MEDEF, vous le savez, on n'est généralement pas pour les taxes, mais c'est la seule manière de rééquilibrer la concurrence. La vérité, enfin, c'est que pour les entreprises, et aussi pour les salariés, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Des milliers d'entreprises, d'emplois vont disparaître. Des milliers d'entreprises vont devoir changer, de milliers de salariés, vont devoir changer de métier. Je lisais Daniel Cohn-Bendit dans Les Échos quelques jours qui disait que la transition écologique en douceur, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec Daniel Cohn-Bendit. Ça n'arrive pas toujours, mais au cas particulier, il a raison. Cette vérité, elle est dure. Elle est dure un temps, on ne l'entend pas beaucoup, mais ça doit être le combat de notre génération d'entrepreneurs. Nos prédécesseurs ont lutté depuis plus de 30 ans avec détermination pour la compétitivité des entreprises. Ce combat, il n'est jamais terminé. Mais notre combat à nous, il est d'un autre ordre. Nous devons inventer le capitalisme décarboné. Je le répète parce que je pense que c'est majeur, nous devons inventer le capitalisme décarboné. Et nous serons au rendez-vous et vous serez au rendez-vous. La vérité, il faut aussi la rétablir sur l'Europe. Que n'a-t-on pas entendu sur l'Europe dans cette crise? Une Europe trop lente à commander les vaccins, une Europe trop frileuse dans son plan de relance, une Europe trop bureaucratique. Et je pense que 18 mois après le début de cette crise, je vais éviter que ça parte dans le vent, 18 mois après le début de cette crise, les faits parlent d'eux-mêmes. Les vaccins sont là, le plan de relance est là, la solidarité entre tous les pays a parfaitement joué son rôle. Alors oui, dans le passé, l'Europe a pu être naïve, notamment dans ses relations avec les autres continents. Oui, la politique de la concurrence historique a souvent privilégié le consommateur aux dépens du producteur. Mais je crois que ces temps-là sont derrière nous. Demain, Thierry Breton viendra nous expliquer sa vision de cette nouvelle politique industrielle européenne, et je crois que nous sommes assez alignés. Au passage, dans les vérités à rétablir, il y a le rôle de l'euro. Emprunter collectivement en euros a été un atout extraordinaire dans cette crise. On n'aurait pas pu le faire avec nos monnaies nationales. Oui, l'Europe a été un atout de taille durant cette crise, mais l'Europe a devant elle un énorme défi. L'Europe doit s'affirmer comme une puissance souveraine, je n'ai pas peur du mot, avec son propre modèle de capitalisme dans le match entre la Chine et les États-Unis. Pas besoin de vous dire que le capitalisme européen n'est pas le capitalisme chinois, c'est sûr. Mais ça n'est pas non plus une réplique parfaite du modèle américain, surtout depuis que nos amis anglais nous ont quittés. Dans mon tout premier discours devant vous en 2018, je vous alertais sur le recul des démocraties et la nécessité de repenser la mondialisation des échanges. Nous ne sommes pas à la fin de la mondialisation, nous sommes dans une mondialisation différente. Et là aussi, il faut rétablir quelques vérités. Non, mes amis, la Chine n'est pas une économie de marché. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis quelques semaines avec la reprise en main des groupes de technologie chinois.
Mais ne soyons pas naïfs, nos amis américains ne sont pas des enfants de cœur. Ou alors, comme dirait le général de Gaulle, ce sont des enfants de cœur qui ont bu les burettes. Quand il s'agit, il ne disait pas ça à propos des Américains d'ailleurs en l'occurrence, mais des communistes je crois, ou des gaullistes de gauche. Quand il s'agit d'aider les entreprises, de subventionner la recherche ou de protectionnisme intelligent, les Américains ne sont pas les derniers. Et ils ne sont pas les seuls dans cette compétition. L'affaire Pegasus, de ce point de vue, a, j'espère, contribué à ouvrir les yeux de beaucoup et des plus idéalistes parmi nous. Il ne s'agit pas de prédire ou de souhaiter une nouvelle guerre froide. Nous restons favorables à un monde ouvert et libre-échangiste. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous sommes favorables au libre-échange. C'est le libre-échange dont je veux parler. Pas invité Dominique Strauss-Kahn, donc a priori... Et Patrick Martin me doit un coup à boire, du coup. Celui... Bah oui, tu me dois un coup à boire. Le libre-échange, pour le mouvement des entreprises de France, c'est le juste échange. Celui qui est fondé sur la réciprocité des règles et des normes de part et d'autre. Et c'est être libéral que soutenir le libre-échange. C'est pourquoi nous soutenons, dans son principe en tout cas, les projets portés par la France, par vous, Monsieur le Ministre, auprès de l'OCDE, sur l'impôt mondial et sur la taxation du numérique. Hier, nous avons lancé une initiative internationale majeure dont je voudrais vous dire un mot, la rencontre des entrepreneurs francophones. Cette idée, elle m'est venue quand j'ai appris que certains pays africains francophones envisageaient de rejoindre le Commonwealth. Je n'ai rien contre les Anglais, bien sûr, en tant qu'ancien joueur de rugby, mais quand même. Alors c'est vrai que nous n'avons pas de bonne traduction pour Commonwealth. La francophonie, ça a toujours été vu sous un angle culturel, sous un angle diplomatique, sous un angle linguistique, mais jamais sous celui des affaires. Mais je crois que l'échec des Américains en Afghanistan nous prouve que les solutions au conflit, au sous-développement, ne sont jamais 100% militaires. Et c'est un ancien commando marine qui vous le dit. Nous croyons fermement que c'est par les échanges économiques, par la prospérité commune, c'est ça d'ailleurs la bonne traduction de Commonwealth, qu'on peut éloigner les tentations radicales, les replis identitaires, les replis religieux et ensuite le terrorisme. La rencontre d'hier, merci. La rencontre d'hier a été un immense succès. Près de 600 patrons francophones se sont rencontrés. On avait même hier, la même table de déjeuner, le patronat algérien et le patronat marocain. Vous savez ce qui s'est passé hier. Donc je crois que le Davos de la francophonie est né hier. Il aura lieu désormais tous les ans. On verra où. Et je voudrais remercier particulièrement mon vice-président Fabrice Le Sachet, qui était le cheville ouvrière de cette affaire. Bravo Fabrice. Ce qui m'amène à vous parler de la situation de la France, et là aussi à affirmer quelques vérités. Vous lirez dans les Échos ce matin l'éditorial de Nicolas Barré, « Arrêtons de nous mentir ». Sur la France, sur sa situation économique, sur les réformes à mener, bien sûr, sur l'élection présidentielle à venir. Il y a un an, sur cette même scène, alors que nous avions choisi de maintenir la REF, alors que certains, beaucoup d'ailleurs, nous déconseillaient, je vous disais que le pire n'était pas certain, que le million de chômeurs annoncé par les économistes, par l'INSEE, par la Banque de France, parfois pour certains avec une sorte de délectation morbide, n'était pas écrit, que le mur des faillites n'était pas inéluctable. Bruno Le Maire peut se souvenir de nos calls ou de nos visios nombreuses entre mars et juin. J'ai souvent été de ceux qui pensaient que le pire n'était pas certain. En fait, au MEDEF, on a l'avantage de ne pas faire d'économie théorique. Ce sont les remontées de nos adhérents, ce sont vos remontées qui forgent mes convictions, nos convictions. Alors un an après, quand on regarde les chiffres, il semble que nos prévisions devraient nous valoir au moins un Nobel d'économie. Alors, bon, je ne pense pas qu'on aura le Nobel, mais on a quand même de belles satisfactions. Et nos adhérents, les chefs d'entreprise, reconnaissent ce qu'on a fait. Les chiffres du baromètre annuel d'image du MEDEF n'ont jamais été aussi hauts chez les chefs d'entreprise depuis 20 ans. Et je voudrais donc remercier toutes les équipes du MEDEF qui ont fait un travail formidable. Tous les collaborateurs
de nos fédérations professionnelles, des MEDEF territoriaux, des MEDEF régionaux, mais aussi tous les élus dont je salue l'action et l'engagement, Patrick Martin, le président délégué, les vice-présidents Dominique Carlac, Fabrice Le Sachet, Jean-Luc Monteil, mes amis du conseil exécutif qui me maintiennent leur confiance, les présidents de fédérations professionnelles, de MEDEF régionaux et de MEDEF territoriaux, ils méritent vos applaudissements. Alors la vérité, c'est quoi? C'est que la plupart des indicateurs économiques sont au vert, contrairement à toutes les prévisions. Alors il y a des secteurs qui sont encore en difficulté, il ne faut pas les oublier. L'hôtellerie, notamment quand elle dépend des touristes étrangers, l'événementiel, l'aérien, les voyagistes, les salles de sport, salles de spectacle. Et pour eux, il ne faudra pas arrêter brutalement les mesures de soutien. Comment peut-on expliquer d'ailleurs cet écart entre les prévisions de la plupart des instituts et la réalité du terrain qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays de l'OCDE? Alors d'abord, il faut le dire, la réactivité des gouvernements pour soutenir l'économie. Alors ça me permet de remercier le gouvernement et en particulier vous, Monsieur le Ministre, cher Bruno, depuis 18 mois, Depuis 18 mois, vous avez toujours été à l'écoute. Vos services ont travaillé sans relâche pour ajuster à chaque fois les dispositifs. Et surtout, vous avez été notre avocat dans les débats forcément compliqués avec le monde de la santé. Je peux en témoigner, donc merci pour ce que vous avez fait pour nos entreprises. Mais cet écart entre la réalité et les prévisions, il s'explique aussi par la formidable résilience des entrepreneurs et de leurs salariés qui se sont adaptés à chaque nouvelle vague, à chaque nouvelle contrainte, à chaque nouveau protocole. Et je pense que vous pouvez aussi vous applaudir. En réalité, le plus grand danger pour l'économie française aujourd'hui, ce sont d'un côté les pénuries de matières premières et surtout les difficultés à recruter. Alors pour les... Oui, enfin, vous pouvez applaudir, mais malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour les pénuries, on a eu un débat très intéressant au Conseil exécutif ce matin parce que j'étais de ceux qui pensaient jusqu'à quelques semaines qu'on était sur un phénomène conjoncturel qui devait se résoudre dans le temps. Mais ce n'est pas sûr que ça soit le cas pour tout. Il y a des changements de paradigme. Il y a la transition écologique qui amène certains matériaux à manquer de manière structurelle. Et donc, nous sommes vraiment face à un phénomène qui durera plus longtemps. Pour le recrutement, une chose est sûre, c'est structurel. Nous sommes rentrés dans la crise en février 2020 avec exactement les mêmes difficultés. En fait, la France est le seul pays de l'OCDE où le chômage structurel se situe au-dessus de 7%. Ça n'est pas nouveau, mais c'est un handicap majeur pour notre croissance potentielle. En France, au premier trimestre 2021, le taux d'emploi a été de 66% contre 76% en Allemagne. Alors, je m'arrête 2 minutes parce que, en réalité, on se focalise toujours sur le taux de chômage, mais le taux d'emploi est bien plus important que le taux de chômage. Le taux d'emploi, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens en âge de travailler qui travaillent. Donc, en termes simples, ça veut dire que l'Allemagne a 10 points de plus de sa population en âge de travailler qui travaille, qui crée de la richesse, qui paye des impôts, qui paye des cotisations. Or, mes amis, je ne sais pas si je suis friedmanien ou keynésien, mais la seule théorie économique que je connais, elle est très simple. La richesse d'un pays, elle est directement proportionnelle à la quantité de travail de ce pays. Je répète, la richesse d'un pays est directement proportionnelle à la quantité de travail de ce pays. Donc, vous voyez, je ne suis pas très convaincu par la semaine de 32 heures ou la semaine de 4 jours. Je pense que la France a besoin de travailler plus. Alors, l'écart entre ces deux chiffres, 66 et 76%, s'explique par plusieurs phénomènes. Bon, le premier, il est mal connu, c'est les problèmes de mobilité géographique. La France est le pays de l'OCDE où l'on déménage le moins pour changer d'emploi. Il y a des raisons objectives, les aides, les problèmes de logement, et puis il y a des raisons un peu subjectives et culturelles. On a aussi des problèmes qui datent depuis longtemps, d'adéquation entre la formation, les compétences
et les attentes des entreprises. C'est d'ailleurs un travail qu'on a ouvert avec les partenaires sociaux pour essayer de réformer la loi de 2018 sur la formation professionnelle. Mais il faut le dire, et là aussi il faut dire la vérité, nous avons un système d'assurance chômage qui, outre le fait qu'il est extrêmement complexe et extrêmement coûteux, décourage, dans un certain nombre de cas, la reprise du travail. Et c'est pour ça que nous demandons que la réforme de l'assurance chômage soit mise en place le plus rapidement possible, en tout cas le 1er octobre, comme s'y est engagé le gouvernement. Tout ça m'amène à dire un mot sur les perspectives de l'économie française et surtout sur les réformes à mener pour la présidentielle. Vous le savez, je ne suis pas un décliniste. Je ne suis pas ceux qui pensent que les grandes batailles économiques et technologiques sont déjà jouées. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Europe, et singulièrement la France, ont déjà perdu la bataille. Alors pas par un romantisme gaullien nostalgique, mais tout simplement parce que le monde d'où je viens, le monde de la technologie, c'est un monde où les cartes sont rebattues très régulièrement, où les business models sont remis en question très rapidement. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le paysage de l'innovation est durablement dominé par les GAFA ou par leurs homologues chinois. Mais rien n'est inéluctable, rien n'est inéluctable. Une technologie chasse l'autre et nous avons encore de nombreuses batailles à mener sur l'hydrogène, sur les batteries, sur le calcul quantique, sur la 6G. Je lisais hier en Corée, on a passé le premier appel en 6G. Et c'est là-dessus, Monsieur le Ministre, que nous attendons le plan d'investissement. La France a des atouts, soyons-en fiers. Son histoire, sa situation géographique, le 2e espace maritime mondial, des institutions stables, une créativité et une capacité de recherche reconnue. Et il faut le dire ici, les réformes menées dans les 2 premières années du quinquennat ont rendu de la compétitivité au pays. La fiscalité du capital est désormais dans la moyenne européenne. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que nous demandons en fiscalité. On ne peut pas vivre dans un paradis fiscal. On demande juste d'être dans la moyenne européenne. Le taux d'impôt sur les sociétés sera dans la moyenne européenne en 2022 quand le PLF sera voté au mois d'octobre. Il reste, vous le savez, Monsieur le Ministre, le sujet des impôts de production sur lequel seule une partie du chemin a été faite. Côté droit du travail, et les ordonnances de 2017 ont quand même simplifié la négociation sociale, hein, même si ça reste un facteur de complexité et donc un handicap pour notre pays. Donc la France a des forces de taille, c'est indéniable. Mais il faut le dire, et là aussi il faut dire la vérité, la France a des faiblesses. Elles sont nombreuses, elles ne datent pas d'hier, elles ne dépendent pas toutes des pouvoirs publics, elles sont parfois le fruit d'une sorte de démission collective. Marc Bloch aurait dit une étrange défaite. Alors vous avez probablement noté que nous n'avons invité aucun candidat à la présidentielle. Enfin en tout cas, aucun candidat déclaré, sauf si, Monsieur le Ministre, vous avez quelque chose à nous annoncer tout à l'heure. Ou d'autres invités qui se découvriraient une vocation. Alors, il n'est pas impossible que vous en croisiez certains qui déambulent dans l'après-midi, je suppose à la recherche de bonnes idées, tout simplement parce que le moment n'est pas venu pour nous de faire la liste de nos revendications. Mais à ce stade, je crois plus utile de vous dire les 3 grands défis auxquels je pense que notre pays est confronté et auxquels le futur président de la République devra répondre. Je dis 3 défis pour ne pas en énumérer trop, j'ai voulu me concentrer. Je laisse de côté, bien sûr, le défi majeur, qui est le défi des défis de la transition écologique, parce qu'il est commun à toutes les économies et à tous les pays. Alors le premier défi, c'est celui du financement de la protection sociale. Qu'on la trouve trop protectrice ou pas, qu'on soit fervent partisan du modèle français ou pas, la vérité, là aussi, nous oblige à dire que non seulement elle n'est pas financée ou plus financée, mais que le vieillissement de la population va rendre cette impasse financière totalement insoutenable dans les années à venir. Sur les retraites, bien sûr, mais aussi sur la dépendance et sur l'assurance maladie. Alors, on peut espérer que la démographie se redresse, mais en attendant, il faut bien faire quelque chose. On doit bien sûr commencer par réformer cette protection sociale sur certains aspects probablement trop coûteux. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Vous le savez, mes amis, la seule manière de répondre à ce défi, c'est de travailler plus et surtout plus longtemps. Le prochain président de la République devra reculer l'âge de départ à la retraite.
Mais, et le mais est important, il faudra l'avoir annoncé dans la campagne. Il faudra le faire avec la raison, mais aussi avec le cœur. Un carreleur qui a commencé à travailler à 18 ans ne doit pas partir au même âge qu'un informaticien qui a commencé à 25 ans. Mais il faudra le faire vite, il faudra le faire dès septembre 2022. C'est ce que je dirai au Premier ministre le 2 septembre quand il nous recevra. Mais évidemment, ce n'est pas avec la réforme des retraites qu'on résoudra entièrement le problème d'endettement. Vous le savez, il y a deux manières de rembourser une dette. La bonne, une dette publique j'entends. La bonne, qui consiste à baisser les dépenses publiques, mais aussi les impôts pour relancer la croissance, cette croissance qui génère des recettes fiscales. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment avec les recettes de TVA depuis le début de l'année, avec les recettes de flat tax. On peut avoir plus de recettes fiscales avec un impôt plus bas. Alors je sais que c'est un raisonnement qu'une certaine partie de nos économistes a du mal à entendre, et pourtant c'est la réalité. Et puis il y a la mauvaise méthode, celle qui consiste à augmenter les impôts, qui eux-mêmes étouffent la croissance, donc les recettes, et donc on réaugmente les impôts. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a choisi de maintenir les baisses d'impôts pour 2022 et de faire le pari de la croissance. C'est une bonne nouvelle, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Nous avons eu besoin de l'État durant la crise et nous devons nous en souvenir pour faire face à la pandémie. Mais maintenant, il est temps que l'État retrouve sa juste place et que le poids des dépenses publiques revienne dans la moyenne européenne. C'est pour ça que nous soutenons de manière résolue la fin du « quoi qu'il en coûte ». Petite parenthèse d'ailleurs pour dire que c'est une traduction pas tout à fait juste de « whatever it takes » en anglais. La subtilité n'est pas complètement, je dirais, innocente. Alors évidemment, il faut arrêter le « quoi qu'il en coûte », mais il faut l'arrêter en étant attentif, je l'ai dit, aux secteurs qui sont encore affectés et qu'il faudra continuer à aider, mais de manière, j'allais dire, pointilliste. Je vous disais en introduction, et vous m'avez déjà entendu très nombreuses fois le dire, la liberté va avec la responsabilité. Mes amis, nous ne sommes pas devenus entrepreneurs pour vivre des aides de l'État. Le chronomètre a dépassé le temps limite, mais bon, je vais prendre mon temps quand même. Bientôt fini. Le deuxième grand défi, il va peut-être vous surprendre, c'est celui de l'éducation. Nous sommes entrés dans l'économie de la compétence et dans l'économie de la connaissance. Le niveau de formation d'un pays, et pas seulement de ses élites, est au moins aussi important dans la bataille mondiale que le niveau de prélèvement obligatoire. Les pays scandinaves nous offrent un exemple de pays avec une très forte dépense publique, mais aussi une très forte capacité d'innovation grâce à leur performance éducative. Or, pour le moment, en France, malheureusement, nous perdons sur les deux tableaux. Nous avons à la fois une forte dépense publique, mais une très faible performance éducative. Les classements PISA, qui sortent tous les ans, sont un révélateur très cruel de nos faiblesses. Jean-Michel Blanquer a commencé un travail de redressement qu'on peut saluer, mais la tâche est titanesque, car, disons-le, c'est une démission collective depuis 30 ans dont il s'agit. Enfin, le troisième et dernier défi nous éloigne, en apparence en tout cas, du monde de l'entreprise, c'est le défi de l'intégration. Arriver à refaire bloc autour de la France, autour de ses valeurs, arriver ensemble à faire nation, vaincre ce que le général de Gaulle appelait le déchirement de la nation. Alors, ce défi peut vous paraître loin de vos préoccupations, mais je pense qu'il n'en est rien. J'étais très frappé dans ces 18 derniers mois par le contraste entre, d'un côté, l'hystérie des débats publics, politiques, médiatiques, dans les réseaux sociaux, et le climat qui a régné dans la plupart de nos entreprises. Je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est un monde de bisounours. Il y a des conflits. L'entreprise n'est pas à l'abri des tensions du monde extérieur. Mais la réalité, c'est que les tensions qui traversent notre société, y compris, je le dis, les tensions raciales, religieuses, restent dans la plupart des cas à la porte de nos entreprises. C'est d'ailleurs une force du modèle français qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Je crois que le prochain président de la République devra s'appuyer sur l'entreprise pour réunir le pays. Et il devra aussi s'appuyer sur les partenaires sociaux. Alors on dit souvent en France, le dialogue social, ça ne marche pas, on nous parle de l'Allemagne à longueur de temps, que les partenaires sociaux sont incapables de s'entendre, de prendre leurs responsabilités, de s'engager. Alors ça a peut-être été vrai dans le passé, mais là aussi, les 18 derniers mois ont démontré le contraire. Depuis 20 ans, jamais le dialogue social n'a été aussi intense.
À la fin de l'année dernière, nous avons signé 2 accords sur le télétravail et sur la santé au travail, dont beaucoup disaient, dont certains peut-être souhaitaient, qu'ils étaient impossibles à signer. J'ai ensuite pris l'initiative, en début d'année, de relancer le dialogue social autonome, c'est-à-dire le dialogue social entre partenaires sociaux et sans l'État. Résultat, 2 textes, un sur la formation professionnelle dont je parlais tout à l'heure, un autre, pas le plus simple, sur le régime de retraite complémentaire que nous allons signer à la rentrée. Et 2 négociations qui s'ouvriront à la rentrée sur les prud'hommes et sur le fonctionnement du paritarisme. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Des négociations intenses ont eu lieu, par exemple, plus de 10 000 accords de chômage partiel de longue durée. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être que le président de la République avait dit, avant la crise, au MEDEF et à la CFDT, après notre échec sur l'assurance chômage, « Quand c'est dur, vous n'êtes plus là ». Alors je le dis très simplement au futur président de la République, à l'actuel aussi, ce sera peut-être le même. Quand c'est dur, quand ça sera dur, nous serons là. Nous serons là car c'est bien l'unité nationale qui est en jeu. Et cette unité, elle ne peut s'appuyer que sur la vérité. Le prochain président de la République, lors de sa campagne, devra avoir le courage de dire la vérité, même s'il est dur à encaisser. Je pense que les Français sont prêts. Car quand les contours de cette vérité deviennent flous, ce sont nos libertés qui s'estompent. Quand tous les récits se valent, c'est la démocratie qui s'érode. La tâche est immense, mais nous, les entrepreneurs, en prise avec le réel, nous serons là pour soutenir cette vision qui doit être autant une éthique de conviction qu'une éthique de responsabilité. Notre responsabilité, nous l'avons prouvé durant cette crise. Nous avons pris en compte en priorité la santé de nos salariés. Nous avons réussi à maintenir la cohésion en entreprise et à faire bloc, tous ensemble, malgré la crise, malgré les règlements sanitaires, malgré les protocoles, malgré les difficultés d'organisation et du télétravail. Et pour finir, c'est à eux, nos salariés, les 9,5 millions de salariés représentés par le MEDEF, que je veux m'adresser en les remerciant. En les remerciant pour leur engagement, pour leur faculté d'adaptation, pour leur sens des responsabilités, pour leur travail tout simplement. Et je voudrais que tous ensemble, en conclusion de ce discours, nous les applaudissions. Bravo à eux, bravo à vous, merci à tous et vive les entrepreneurs de France. Merci. Merci à vous tous.